cofondateurs d'Amazonian Logistic, Stéphanie Bernard et Michel Delot, ont pris la mesure de la problématique du transport piroguier des produits frais et surgelés sur le Maroni. Dans les années 2000, Michel Delot a dirigé un groupe de distribution à Cayenne. Le contexte de la Guyane, si particulier en raison de l'influence des conditions climatiques, génère des conséquences que l'Europe ignore. La rupture de la chaîne du froid, les effets des UV, la durée de navigation sur les fleuves impactent la logistique des produits frais et surgelés. Cette expérience allait apporter une réponse à la problématique des populations desservies par le Maroni et les autres fleuves de Guyane. Cette région ultra-périphérique de l'Union européenne doit appliquer le règlement CE 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, traitant des nouvelles règles en matière d'hygiène, ayant pour principal objectif d'assurer aux consommateurs un niveau de protection élevé en matière de sûreté alimentaire. Les régions ultra-périphériques sont prises en compte afin que les mesures soient empreintes de souplesse, compte tenu des contraintes géographiques spécifiques. La Guyane bénéficie des mesures énoncées en raison du climat équatorial, avec ses deux saisons, les fleuves servant de voie de communication pour le transport scolaire et le fret piroguier. Dans ses vœux télévisés du 9 janvier 2007, Juliana Riemann, députée de la 2e circonscription, déclarait « On devrait particulièrement partager avec ces Guyanais des fleuves Maroni et Oyapock trop longtemps délaissés. Je nous souhaite de développer de véritables stratégies de solidarité envers ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles, qui ont le plus besoin. » Dernier élément, et pas des moindres, qui a servi d'inspiration au projet piroguier. Une commission d'enquête sénatoriale venue en Guyane en juillet 1999, sous l'autorité du sénateur Jean Delano, a publié dans le rapport numéro 246 un constat alarmant. Le rapport était intitulé « La Guyane, une situation sanitaire et sociale préoccupante ». De grandes faiblesses préjudiciables aux populations résidant sur le Maroni furent mises en évidence lors de cette enquête. Patrick Cognami, fondateur de l'Awa Libatafa, et Michel Delot, cofondateur d'Amazonian Logistic, prirent contact avec des industriels spécialisés dans la logistique du froid. La société Olivo à Roche-la-Molière, fabricant de containers isothermes, et la société Livratel à Rambervillers, fabricant de bâches anti-UV, allaient apporter leur savoir-faire. La suite va démontrer que le défi méritait bien d'être relevé. Patrick Cognami s'est battu pendant 7 ans pour faire triompher sa volonté d'être le premier à transporter dans les conditions légales des cargaisons de surgelés de Saint-Laurent-du-Maroni à Maripasoula. La direction des services vétérinaires de Guyane a adressé un courrier à Michel Delot dans lequel elle stipule « L'examen des résultats du test que vous avez pratiqué démontre que ce système présente une nette amélioration par rapport aux pratiques de transport habituelles. L'intérêt pour la santé du consommateur résidant sur le fleuve est évident. Dans ces conditions, la direction des services vétérinaires de Guyane ne peut qu'encourager la mise en place de ce système. » Pour la Guyane, on pré-refroidit pendant 48 heures dans un reefer équipé d'une cellule frigorifique Thermo-King Magnum, pouvant descendre jusqu'à moins 35 et même un peu plus. Lors des premiers essais, la température de moins 35,8 degrés a été atteinte. Les grands distributeurs de métropole ont mis au point un système qui tient compte des exigences dictées par le règlement communautaire CE 852/2004 et par le souci de conserver un haut niveau de productivité. Le modèle de conteneur isotherme retenu pour la Guyane bénéficie de la norme ATP, ce qui veut dire autorisé pour le transport des produits périssables. Ils sont la garantie d'un transport efficace de produits surgelés et produits frais dans les conditions difficiles pour le respect des normes d'hygiène alimentaire que l'Union européenne impose dans tous ses États membres. La différence entre la problématique de la métropole et celle du Maroni est qu'en métropole, les camions livrent leurs marchandises dans la demi-journée, alors que sur le Maroni, il faut naviguer 36 heures pour arriver à Maripasoula en subissant les effets du climat équatorial. La veille du départ,
Les containers sont remplis de marchandises pré-refroidies à moins 31 degrés, sur laquelle on dispose 4 plaques eutectiques de 10 kg chacune, pré-refroidies également à moins 31 degrés. Et une fois les portes des conteneurs fermées, ils sont chargés sur la pirogue et ne seront ouverts qu'à leur destination finale. Ça y est, on est sur la pirogue. Deux groupes ethniques dominent sur le Maroni, les Amérindiens et les Bushinagés. Chez les Amérindiens du Maroni, on distingue 4 communautés. Les Arawaks à Saint-Laurent, les Wayana sur le Haut-Maroni, les Kalina sur le littoral à Awala-Yalimapo et Saint-Laurent, et enfin les Teko sur la rivière Pampoc entre Elaé et Camopi. D'un autre côté, les Bushinagés regroupent 6 communautés. Les Aluku, les Saramaka, les Djuka, les Matawai, les Paramaka et les Kwinti. Au début du XVIIIe siècle, des esclaves noirs employés au Suriname dans les plantations hollandaises se sont révoltés et réfugiés dans la forêt, reconstituant leur forme de vie traditionnelle africaine. Cette fuite portait le nom de marronnage, d'où le nom de ces peuples. Marron n'a bien sûr rien à voir avec la couleur. Ce mot vient de l'espagnol cimarron, pour désigner les animaux domestiques fugitifs dans l'île de Saint-Domingue. Dès 1540, l'usage du terme marron s'étend à l'ensemble des colonies esclavagistes des Amériques, où il désignait les esclaves en fuite. Il aura fallu aux Djuka et Saramaka près d'un siècle de guérilla contre les troupes esclavagistes pour arracher définitivement leur liberté aux planteurs de Guyane hollandaise, actuelle Suriname. En 1760, les Hollandais furent contraints de ratifier des traités de paix avec les nègres marrons ou esclaves rebelles. Ces accords consacraient l'indépendance des territoires Djuka et Saramaka, de vastes étendues de forêt amazonienne, sillonnées de fleuves et de cours d'eau. Quelques années plus tard, vers 1768, une nouvelle guerre de libération, plus radicale que les précédentes, fut lancée par un autre groupe de nègres marrons, les rebelles de la Kotika de la communauté Aluku. Leur chef était décidé non seulement à obtenir l'indépendance, mais aussi à chasser du Suriname le maître blanc. Cette fois-ci, la Hollande mit sur pied un véritable corps expéditionnaire qui, par sa supériorité numérique et son armement, l'emporta. Les Aluku se replièrent sur la rive française des fleuves Maroni, Sparwin et Lawam. Depuis lors,
Le destin des Aloukou est intimement lié à celui de la Guyane, où au fil du temps, d'autres groupes de marrons les ont rejoints. Paramaka, Djouka et Saramaka représentent aujourd'hui plus de 20% de la population guyanaise. Ils ont constitué d'importantes et durables communautés sur les rives du fleuve. Profitons de notre bivouac rose pour aller voir une magnifique pirogue en cours de fabrication. Elle est faite à partir d'un tronc d'angélique de 18 mètres, soigneusement choisi dans la forêt. Évidé, il va passer par des opérations de mise en forme. Le tronc va subir les effets de la chaleur d'un feu de bois pour arriver à une forme large, ouverte vers le haut, qui recevra les membrures de maintien, lui donnant sa forme effilée, avant de recevoir les bordées qui lui donneront une ligne définitive. Michel, il ne parle pas, il est dans son... Ah, il est en train de nous filmer en plus. Oui, en plus. Regarde. Ouais. Je vais te montrer un truc, regarde. Ah, oui. Et par contre, fais gaffe, c'est chaud. Il n'y a pas grand-chose. À l'avant, le tacariste, à l'aide de sa longue perche, sonde les passages dangereux où l'hélice pourrait heurter un rocher immergé. Sans jamais se retourner vers le bosseman, il décide le moment venu de sonder la profondeur du fleuve sans en recevoir l'ordre. À l'arrière, le bosseman joue avec le moteur et si la perche ne s'enfonce pas assez dans l'eau, il relève en une seconde le moteur hors bord.
Le Maroni est une véritable autoroute fluviale, empruntée chaque jour par des milliers d'enfants qui se rendent en pirogue à l'école. On y transporte aussi des véhicules, des matériaux de construction, des animaux et depuis peu des cargaisons de surgelés, sans oublier les fûts de carburant indispensables au moteur. De nombreux voyages sont nécessaires aux jeunes takaristes pour mémoriser les passes navigables en fonction de la hauteur des eaux qui varie de plusieurs mètres entre la fin de la saison des pluies et la saison sèche. Dans les sauts, le takariste utilise sa perche pour diriger la pirogue. En prenant appui sur la roche, il défie la proue pour lui faire prendre la bonne passe. Piloter une pirogue sur le Maroni requiert un long apprentissage. Le métier se transmet sans passer par l'école de conduite, pas de permis bateau, rien que du savoir acquis sur les eaux turbides au fil des saisons dès l'adolescence. Semaine après semaine, les pirogues ne passent jamais aux mêmes endroits. Pas de carte fluviale pour les aider, rien que l'expérience. Il y a dans ces hommes une sorte de détermination farouche qui force l'admiration. Ils ne s'émeuvent pas devant la difficulté des sauts à franchir. Superstition ou coutume locale, on ne nomme pas un saut avant de le passer. Pour rallier Maripasoula à partir de Saint-Laurent, il faut franchir 35 sauts, dont 4 demandent une grande dextérité. Le Mambari Soula, le Poligudu Soula, le Gahandaye Soula et le Lessedede Soula. Les Bushinage, en tant que descendants de nègres rebelles, ont tendance à se considérer comme acteurs de leur propre histoire. S'ils ont des luttes à mener, ce sera dans la continuité des luttes plus anciennes, de sorte que l'histoire sera pour eux une réserve de force et non une source de complexe. Leur mémoire des combats passés est en effet toujours prête à être réactivée, comme l'illustra la guerre civile du Suriname. Cette guerre, qui a duré jusqu'en 1992, a fait revivre la mémoire des ancêtres marrons qui avaient tant risqué pour conquérir leur liberté au temps de l'esclavage.
Attention. Non, non, ça va, les constructeurs. Voilà. C'est pas la même. Voilà. Voilà, vas-y.
Avant la mise en route du nouveau procédé de transport piroguier, on utilisait des congélateurs dont l'isolation convient à un usage domestique. Rupture de la chaîne du froid et absence d'hygiène alimentaire étaient la cause de nombreuses intoxications. Mais ça, c'était avant. C'est la plus grande commune de France, comme l'aime à le rappeler tout parlementaire en visite à Maripasoula, avec une superficie de 18 360 km². À titre de comparaison, la commune est de taille comparable à la région Basse-Normandie. C'est aussi le point de départ vers la zone d'accès réglementé où vivent les Amérindiens Wayana. 8500 habitants vivent officiellement à Maripasoula, dont l'accès par les orpailleurs clandestins, les garimperos, est facilité par ses frontières avec le Suriname et le Brésil. Une partie des enfants scolarisés s'y rendent en pirogue. Le collège Grand Mandifou accueille les élèves de la 6e à la 3e et possède un internat d'une centaine de places. Particularité locale, des commerçants chinois se sont installés en face, sur la rive surinamaise, pour capter le pouvoir d'achat des Français. Ils offrent le transport gratuit avec leur propre pirogue pour une traversée de quelques minutes, le temps de faire quelques achats. Problème sanitaire connu de tous, les commerçants chinois débranchent les congélateurs la nuit pour économiser le gazole des groupes électrogènes. On est loin des nouvelles règles d'hygiène exigées par l'Europe afin de protéger les consommateurs. Yeah.